Bonjour. Alors on peut se poser la question, est-ce que les Parisiens sont curieux? Voilà. Alors Sébastien Thomas, on peut vous voir en direct tous les samedis, 11h30 midi, dans La Voix est libre. Et vous êtes un découvreur de lieux, en quelque sorte, qu'on ignore, qu'on méconnaît, non? C'est ce qu'on peut dire. Ouais, hein. on peut dire ça, c'est vrai. En tout cas, on essaie de mettre en lumière des idées de sortie pour les gens qui ne sauraient pas forcément comment s'occuper le week-end. Voilà, alors avec des bons plans, avec des petits budgets, enfin, vous allez chez les libraires en Île-de-France, on va parler de tout ça. Comment ça va la famille? J'ai appris que la famille s'était agrandie. La famille s'est agrandie, Et ça va jusqu'à bien. combien d'enfants vous allez aller On s'arrête là maintenant. Vous arrêtez là, soyez gentil. Il y en hein. a 3, c'est déjà beaucoup. Ouais, non, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, d'un autre côté, c'est bien parce qu'il paraît que la démocratie en France était en baisse. Donc, d'un autre côté, félicitations, Sébastien. hein. Bon, alors, est-ce que vous connaissez Muriel Hermine? Oui, on s'est rencontrés au maquillage. C'est notre championne de danse synchronisée, mais ça, c'était le passé. Quoique le passé à Kazan, vous avez encore une médaille d'or il y a quelques mois. Oui, En effectivement, Russie, hein. c'est vrai. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes coach en entreprise et que vous allez donner à travers la France et à Paris et à Orly, dans des tas de villes, une série de conférences pour apprendre aux jeunes à entreprendre. Oui, absolument. Je vais intervenir dans le cadre d'une grande tournée nationale auprès de 10 grandes écoles françaises. Et l'objectif est de témoigner sur la nécessité d'agilité et aujourd'hui, quels sont les vecteurs à mettre en place pour oser entreprendre auprès de jeunes Parce étudiants. qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus en fait de l'apprentissage, 500 000 apprentis bientôt. Et entreprendre, est-ce que c'est dans la mentalité française? Entreprendre n'est actuellement, je ne crois pas du tout dans la mentalité française parce qu'on vit dans un monde très anxiogène. Ouais. Mais justement, c'est comment aujourd'hui donner envie aux jeunes d'entreprendre, qu'ils soient dans l'apprentissage, qu'ils préparent des grandes études, quel que soit leur secteur. Vous savez, entreprendre, c'est d'abord un état d'esprit, beaucoup plus qu'une démarche. On en parle tout de suite. Alors, je vous propose aussi de rire et de se détendre, vous êtes d'accord? Et je n'arrêterai pas de répéter qu'il faut remplir les salles de spectacle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Christelle Cholet, chanteuse, humoriste, comédienne, sur le plateau à votre place. Dans un instant, on peut l'applaudir à Bobino jusqu'à la fin du mois dans un spectacle qui s'appelle Coming Hall. Elle sait tout faire, elle est incroyable. Cette jeune femme est absolument incroyable. Et nous avions sur le plateau, il y a quelques jours, quelqu'un que vous connaissez, Vincent Perrault, vous connaissez. Hein? Oui. Ah bah oui. Voilà, bon, regardez ces images. Il a refusé le rôle d'À bout de souffle que Godard était venu lui proposer. Vous imaginez, si Charles avait fait À bout de souffle, toute la nouvelle vague en eût été complètement chamboulée. Alors, et d'ailleurs, j'ai donné cette anecdote, j'ai raconté cette anecdote à Jean-Paul Belmondo qui n'était pas au courant et qui m'a dit simplement... Remercie-le de ma part. Ouais. Alors, vous parlez des amitiés d'Aznavour, Edith Piaf. Ils ont été amants ou pas amants finalement? Non. Alors, il me l'a dit très clairement. Je lui ai évidemment posé la question. Il dit ce qu'il veut, mais je vois pas pourquoi il aurait dit la vérité. Il m'a dit non, on se connaissait trop bien. Et pour que ça ait une chance de durer, il fallait certainement pas être son amant. Alors, ami avec Jean Cocteau, Ventura, Peter Sellers. Cocteau, Paul lui a fait sa culture littéraire. Parce qu'il est très peu allé à l'école, Charles. Il a même eu un complexe, un peu de timidité, d'infériorité dans ses jeunes années. Et je lui dis, et comment vous êtes intéressé à la littérature? Et là, tout de go, il me dit, c'est Cocteau qui m'a dit ce qu'il fallait que je lise. Il m'a fait une liste de 25 bouquins, j'ai lu tout ça. Non mais Charlie Chaplin, Piaf, Cocteau, Sinatra, Sammy Davis. Bon, alors, vous n'avez pas été encore dans la maison d'Aznavour à Paris? Non. Voilà. Mais on se dit que c'est une bonne idée de faire les maisons d'écrivains. Il y en a plein vous devriez à découvrir en région. Oui. Et puis les maisons d'écrivains disparus aussi. Oui, celle de Victor Hugo, celle d'Aragon. Alors là, la mairie de Paris vous a fait une proposition. Elle vous a proposé d'aller dans les lieux inédits et méconnus. Alors, ça commence par quoi, par exemple? Alors ça, c'est Paris face cachée. On en a parlé dans la dernière émission. Et vraiment, j'invite les téléspectateurs à se renseigner. 5, 6, 7 février prochain. C'est la 5e édition. On propose aux gens d'être des passe-murailles, donc d'aller dans des endroits où ils n'ont pas le droit normalement d'aller. Ça peut être une visite de musée pendant la nuit, on visite, enfin voilà, des choses un peu originales. Il faut s'inscrire sur Internet, on prend des places, mais on ne sait pas ce qu'on va voir. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Et c'est le 25 janvier, les places seront disponibles, mais ça part très très vite. Alors vous avez été ou vous allez aller chez les Compagnons du Devoir? Alors ça, eux, ils ouvrent leurs portes. Vous parliez d'apprentissage tout à l'heure. Il y a 10 000 jeunes tous les ans qui rentrent chez les Compagnons. Et ça fait depuis le Moyen-Âge, les constructeurs de cathédrales. Et donc, ils ouvrent leurs portes. Compagnonnage à travers la France. Et on continue, c'est une tradition. 22, 23, 24 janvier, c'est là, dans ces prochains jours. La basilique Saint-Denis. Alors ça, c'est vraiment une exposition que je conseille à tout le monde d'aller voir. On va faire le reportage parce que la Fashion Week, c'est la semaine prochaine. Donc, on va aller rencontrer un couturier qui s'appelle L'Ami de Mohamed. Il habite en Seine-Saint-Denis. Il a créé des robes
pour les rois de France, pour les reines de France, avec des tissus de la Seine-Saint-Denis. C'est sublime, c'est à la basilique des rois jusqu'à la fin du mois d'avril. Vraiment, faut y aller. Alors bon, ce garçon est éclectique, hein, il est éclectique, parce que vous allez dans les librairies en Ile-de-France. Ouais, on essaye, parce que vous recevez beaucoup de gens qui écrivent des livres, ils en parlent très bien, mais ceux qui en parlent encore mieux, à mon avis, c'est les gens qui les vendent, parce que les libraires, voilà, ils lisent les livres, et l'idée, c'est qu'ils nous proposent chaque semaine 2 coups de cœur, et on va voir les libraires indépendants parce qu'ils ont besoin qu'on y achète des livres. Hein, c'est important. Alors la Voix est libre, c'est tous les jours. Tous les samedis. Tous les samedis, pardon. Ouais. 11h30 midi. Il y a de la musique aussi avec des jeunes groupes et des chanteurs qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de faire. J'espère que ces chanteurs qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, on les connaîtra bientôt, et c'est vrai qu'on a eu sur le plateau des très très jolis moments, voilà, avec des groupes d'Île-de-France qu'on essaye de faire venir, qui jouent en direct, ça dure 3 minutes, c'est à la fin de l'émission, et ça permet de bien finir alors si vous voulez, on remonte un petit peu dans le passé. Avant, vous faisiez le 12-13. Oui, l'année dernière. Ensuite, avant, vous étiez dans les Pays de Loire, en Normandie. Je remonte encore, l'école de journalisme. CFJ. Et vous avez travaillé pour gagner votre vie quand vous étiez étudiant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été pizzaiolo, mais j'ai travaillé chez Air France aussi. Voilà, pizzaiolo. C'est pas bien ça? Voilà, il aurait pu monter une pizza. Hein, vous avez été cuisinier alors, non? Oui, cuisinier, j'ai fait la plonge, j'ai fait le service. Ouais, et j'ai été steward sur Air France aussi. Ah oui, vous avez fait le tour du monde ou pas? Oui. Ah oui, c'est assez formidable, non? Ouais. Non, ça c'est vraiment génial. C'est un boulot étudiant, les gens peuvent le faire. Il faut se renseigner. L'été, en fait, Air France prend des étudiants pour faire... Mais ça, bon, ça rentre un petit peu dans votre état d'esprit, quoi. Lorsqu'on est jeune, malgré le fait de faire des études, c'est pas mal de travailler, de découvrir ce monde du travail. C'est indispensable. Mais vous savez, quand vous êtes étudiant et que vous avez un projet, entre le moment où vous démarrez vos études, où vous avez besoin de travailler, et le moment où vous atteindrez votre objectif, vous avez un long chemin à faire avec plein d'expériences à traverser. Et je trouve effectivement génial, même en étant étudiant, qu'on fasse des jobs d'étudiants qui vont vous permettre d'acquérir de l'expérience, de comprendre comment fonctionne le monde de l'entreprise, comment fonctionne le monde du commerce. Je suis quand même très impressionnée de voir à quel point vous êtes toujours super bien informé, Paul. Alors, merci. Alors, on va dire, ce jeune coq qui va réussir dans ce métier, c'est obligatoire. Il a un bon physique, c'est un bon journaliste. Alors, ce jeune coq est devenu papa poule parce que vous avez écrit un livre il y a quelques mois. Oui, on en avait parlé ici. Et on pouvait le voir sur le blog. Hein. Absolument. Bon, alors on est là pour parler quand même de votre émission hebdomadaire du samedi. Alors on a quelques images à vous faire découvrir. On regarde ensemble? Avec plaisir. Oser l'interdit, pénétrer dans des lieux secrets fermés d'ordinaire, découvrir la face cachée de la capitale. Ce sera possible très bientôt, vous saurez tout. La Philharmonie de Paris, 1 an après son inauguration, que peut-on y découvrir? De la musique, oui, mais pas seulement. Il fascine depuis le Moyen-Âge. Les compagnons du devoir ouvrent leurs portes au public la semaine prochaine. Maîtres, chefs-d'œuvre, Tour de France, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les compagnons, sans forcément oser le demander, c'est dans quelques minutes. Alors vous proposez des bons plans pour tous les budgets, c'est ce qu'on peut dire. Hein. C'est vraiment important parce que le côté financier, c'est super important pour les gens qui ont des enfants. Il y a plein de choses gratuites à faire en Ile-de-France et c'est super important de le souligner aussi. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour s'occuper. Alors quand on est un jeune journaliste comme vous, c'est quoi votre ambition? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore fait? Vous n'avez que l'embarras du choix. Hein. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. À long terme, je crois que... On est tous comme ça, on a envie de s'amuser et de prendre du plaisir à se lever le matin, d'en faire ce qu'on fait. On a la chance, quand on est en direct, d'avoir un rapport comme ça avec les gens. Bonne mentalité, non? Génial, c'est tout à fait pour vous, ça. C'est exactement ça. Il pourrait même être coach avec vous. Mais Sébastien, je trouve, est à sa juste place au bon moment, c'est-à-dire le matin, il est super heureux, il va pas travailler, il va réaliser sa passion. On a de la chance, je crois qu'on est privilégiés quand même. Alors, on a conscience de ça. Hein. Muriel, j'aime bien remonter dans le passé, vous vous en êtes rendu compte. À 6 ans, votre grand-père vous initie à la natation. Hein. Un peu plus tard, c'est votre mère qui vous initie à la danse synchronisée. Vous vouliez devenir petit rat. On ne peut pas devenir petit rat quand combien vous mesurez? 1m80. Ben, c'est pas possible. Non, effectivement. Du coup, à 13 ans, j'ai dépassé la taille qui était autorisée pour rentrer à l'Opéra de Paris. Et j'ai su que je ne réaliserai jamais mon rêve. Sauf que j'étais dans une piscine et qu'un jour, un entraîneur est venu dans mon club. Il a monté une section de natation synchronisée. Et là, tout d'un coup... ça a été le rêve. C'était la danse, finalement. Alors, attendez, je fais le compte. 12 fois championne de France. Hein, 4 fois championne d'Europe.
médaille de bronze au JO de Madrid, mais surtout, c'est à Kazan une médaille d'or. Hein. Bon. Et puis, entre-temps, vous avez monté des spectacles, hein, Cyrilla, Crescendo. Je crois savoir, d'ailleurs, que d'ici 1 an ou 2, il va y avoir un nouveau spectacle à Paris, écoutez, un genre tout à fait inédit. Hein. Ça, c'est mon vous grand voulez pas en projet. dire plus, hein? C'est mon grand projet d'avenir. Bon, alors, et puis, vous avez votre association, J'ai un rêve. Ça, c'est pour la scolarisation des petites filles dans les banlieues défavorisées ou en Afrique. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis que on a des rêves qu'on cherche à réaliser, mais souvent la vie nous mène par des chemins de traverse, à comprendre, à évoluer. Et pour moi, quand le monde associatif est entré dans ma vie, j'ai compris que j'avais beaucoup à apprendre de cet univers qui m'a d'ailleurs énormément enrichi pour pouvoir aujourd'hui être coach et accompagner. Alors, si vous êtes là, c'est qu'il y a une actualité. Pas venu pour nous parler de ces anciennes médailles. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs avec vous. Tout est possible. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous allez partir en tournée. Non, elle ne chante pas. C'est pas la peine de l'inviter dans votre émission. Elle ne chante pas. C'est pour une série de conférences à travers 10 grandes villes de France, et notamment Paris, hein, oui, Orly, Rouen, Strasbourg. Et là, vous allez apprendre aux jeunes comment on peut entreprendre, mais vous allez utiliser toute votre expérience que vous avez acquis lorsque vous étiez sportif de haut niveau. Oui, alors apprendre, non. Témoigner, oui. Je dirais le mot qui est juste. Mon objectif est de témoigner des outils que la vie m'a permis d'aborder et d'utiliser dans mes différentes reconversions professionnelles, du sport au spectacle, du spectacle à l'humanitaire, puis aujourd'hui à la formation professionnelle. Parce que je crois que le grand mal de notre société aujourd'hui, c'est le manque de confiance en soi. Et chez les jeunes, c'est quelque chose de très réel. Et dans les grandes écoles, ils recherchent des personnes qui peuvent venir témoigner d'un parcours, d'une expérience et amener des outils concrets que les étudiants peuvent intégrer dans leur cursus. Qu'est-ce que vous avez appris de sport? L'engagement, l'esprit d'équipe, la volonté, la ténacité, le travail d'équipe, le courage, la persévérance, le courage. Mais je crois que en plus de cela, ce que moi je peux apporter, c'est cette capacité à gérer le temps, à gérer les priorités, à déterminer où sont nos talents. Parce que beaucoup de gens... ont un talent, ils ne savent pas où ils se trouvent. Mais non. Mais énormément de gens pensent qu'un talent, c'est une compétence. Ah, j'ai la compétence de faire telle chose, j'ai ce talent-là. Et ça n'a strictement rien à voir. Et beaucoup de gens travaillent à essayer de s'améliorer dans un univers dans lequel ils n'ont aucune compétence. Alors, il y a une phrase que vous prononcez, on ne peut pas trouver plus grand adversaire que soi-même. Oui, on est notre propre ennemi, alors, en quelque sorte? On est notre plus grand challenger. Ah oui. Oui, ben oui. Encore une fois, ça, c'est le sport qui me l'a appris. C'est que sur le podium, il y a quelqu'un que je devais battre, qui était un phare, je dirais, sur ma trajectoire. Mais dans la réalité de mon quotidien, c'est contre moi que je me battais, contre mes peurs, mes doutes, mon non-envie d'aller m'entraîner certains jours. Parce il y a des jours où vous n'aviez pas envie d'aller dans la piscine. Mais comme vous, il y a des jours où vous n'avez pas vraiment envie de venir bosser, et pourtant, il faut y aller. Dites-moi, vous nagez encore ou pas? Vous êtes encore dans la piscine de temps le week-end? Qu'est-ce que vous faites? Non, actuellement, je travaille vraiment, je prépare les conférences. Apprendre la motivation, c'est pas évident. La manière de développer et de découvrir ses talents, c'est pas évident. Et partir en tournée, vous allez avoir des étudiants. Vous êtes dans des grandes salles, oui, dans des amphis qui vont aller jusqu'à 200 à 500 personnes. Mais par exemple, je vais intervenir sur l'école de la deuxième chance à Orly. Oui. Où là, ça va être devant une vingtaine de jeunes qui sont vraiment en quête de sens dans leur vie, en quête de repères. Et là, c'est vraiment une relation très étroite avec ces jeunes, de répondre à leurs questions. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a tous une deuxième chance? Mais nous avons tous la chance de pouvoir inventer notre vie. Dites donc, finalement, vous allez pouvoir l'inviter. Finalement, j'ai l'impression, à Orly, ça fait surtout vachement de bien d'entendre ça dans une société où on nous rabâche que c'est mort et tout pour la génération, d'avoir des paroles d'espoir. Ça fait du bien. Hein. Bon, on a quelques images, Muriel. Alors, le ministre du Travail a récemment rendu visite à une entreprise. En fait, une boulangerie solidaire dans le 12e arrondissement, qui est aussi une entreprise d'innovation. Ça rentre un petit peu dans ce que vous faites, dans votre réflexion, dans votre état d'esprit. Regardons ensemble. Pas facile d'acheter son pain comme tout le monde quand on est ministre du Travail. Et quand surtout, la presse ne vous lâche pas d'une semelle. Car Myriam El Khomri n'est pas là par hasard, vous vous en doutez bien. La boulangerie artisanale, qui avait d'ailleurs déjà accueilli Benoît Hamon, alors ministre délégué à l'économie solidaire, est aussi entreprise d'insertion. On accueille en fait des personnes débutantes qu'on forme au métier de la boulangerie et de la pâtisserie.
et de la vente également. Donc on va avoir une équipe mixte avec des permanents qui vont les former, donc des professionnels de la boulangerie et des personnes donc en formation qui peuvent avoir connu des difficultés de parcours. Depuis 2009, la boulangerie a vu se succéder une vingtaine de personnes. Car la boulangerie-pâtisserie est un secteur qui recrute. Une seconde boutique Farinez-vous a ouvert dans le 13e arrondissement. De l'insertion qui débouche sur de l'emploi, cela méritait bien une galette. Alors, je n'ai pas la galette, pardonnez-moi. C'est vrai que la galette, ça dure pendant un mois chez les boulangers. C'est vrai, donc nous reviendrons. Oui, je vous présente Christelle Chollet. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne la connaissais pas. Est-ce que vous avez été à ces spectacles? Jamais, mais en revanche, on ne peut pas les rater. Il y a des affiches, de toute façon, puis il y a suffisamment de promotion. On vous voit. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec vous tout à l'heure. C'est tout faire. Cette jeune femme sait tout faire. Comédienne, chanteuse, humoriste, danseuse. On remonte un peu dans le passé avant de parler de Bobino, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Alors moi, j'aime bien, ça va vous plaire, son histoire. Alors, bon, d'abord, c'est les cours du Conservatoire de Toulouse. Oui, exactement. C'est les cours. Il ne faut pas dire que j'étais au Conservatoire de Toulouse, parce que je me suis faite virer, alors j'y suis restée un petit peu. Parce que vous étiez quoi, insolente, un peu insolente, un peu, mais quand on est très indiscipliné, mais surtout indiscipliné par rapport au... C'est pour ça que je rejoins votre discours, parce que j'ai bien écouté le début de l'émission tout à l'heure, et c'est vrai que des fois on n'est pas où il faut, c'est-à-dire que moi j'étais absolument pas dans les cases de l'éducation nationale, et même dans un cours de théâtre je me sentais à l'étroit et j'avais d'autres choses à faire ailleurs, et c'est vrai qu'il faut savoir où on est bien, quoi. Et puis quand il faut oser, voilà. Alors vous avez débuté, je crois que c'était dans un bar, vous chantiez pas Piaf, C'est-à-dire que quand j'étais au conservatoire, je gagnais ma vie en allant chanter dans les cafés-concerts, dans les bars et même dans la rue, puisque j'allais avec mon guitariste. Vous avez été chanteuse de rue? Oui, j'ai fait ça aussi. Vous savez, l'été, quand les terrasses sont ouvertes et qu'on passe, et voilà, on appelle ça au chapeau. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, vous avez fait du théâtre, J'ai fait beaucoup de théâtre. Vous avez joué Corneille. J'ai joué Corneille. Mais alors là, moi, j'ai appris, en découvrant votre histoire, votre parcours, l'Arlésienne d'Alphonse Daudet. Avec Jean Marais. Et Bernadette Lafont. Vous vous rendez compte que vous avez tourné avec Jean Marais? Oui, je m'en rends compte. D'ailleurs, j'avais 20 et quelques années. Vous les avez toujours? Je les ai toujours. Il y a quoi, 4 ans, quoi. Et c'est évidemment un des plus beaux souvenirs artistiques de ma vie. Il n'était pas toujours facile, Jean Marais. Je me souviens de l'avoir interviewé. Il avait du tempérament, du caractère. Mais c'était un vieux monsieur tout à fait admirable quand même. Énormément de caractère, mais quel ange. Et puis quel grand acteur. Et quelle humilité. Et après chaque spectacle, et Dieu sait qu'il était très fatigué à l'époque, il avait 83 ans, il restait jusqu'à la fin, il voyait tous les gens qui venaient lui faire signer des autographes. Je l'ai vu rester 1h30 dans l'antre des Folies Bergères pour faire signer des gens. Et puis sur scène, jamais. C'est pas le genre de grand monsieur qui allait vous dire il faut faire ça, tu sais, il faut faire comme ça. Il regardait. Quand on venait lui demander, lui poser des questions, il nous disait ce qu'il fallait faire. Alors on avance ensuite, les musicales, les années Twist, les années Zazou, les années 80, j'en passe et des meilleurs. Et puis, vous vous découvrez, en fait, avec votre propre spectacle, qui a cartonné dans toute la France. Il y a eu 3 grands spectacles. Il y a eu l'Empiafé, le premier. L'Empiafé, un petit jeu de mots sur Piaf. Mais absolument, mais c'était un désir de faire rigoler avec des chansons de Piaf. On peut faire rigoler avec des chansons de Piaf alors qu'elle chante l'amour déçu, elle chante... Mais oui, parce que elle chante la vie, elle chante le social, elle chante tout ce qu'on vit au jour le jour. Elle a été comme vous, chanteuse de rue, Piaf, à ses débuts. Enfin, c'est moi qui étais comme elle plutôt. Parce que... Alors, il y a eu un grand show, il y a eu ensuite le One Woman Show musical. Oui, mais c'est ça en fait. Mais vous savez, ça vient de ça aussi. On rejoint le discours de Muriel tout à l'heure. C'est que j'avais un peu le syndrome de la vache qui rit, c'est-à-dire que Qu'est-ce que vous appelez? C'est-à-dire, vous vous rappelez pas de cette pub trop déjantée, trop grosse. Voilà. Et ben moi, c'était un peu ça. Quand j'allais passer des auditions pour des spectacles pour lesquels j'avais envie d'être prise, j'étais jamais prise. Mais pourquoi? Parce que je débordais encore une fois. Hors cadre. Alors j'étais hors cadre. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi, puisqu'on ne me prend pas, pourquoi ne pas faire mon spectacle? Et j'ai eu cette idée de spectacle drôle avec des chansons de Piaf. Alors on m'a regardé avec des yeux comme ça, mais finalement, les gens ont adhéré parce que c'était absolument pas se moquer de ces chansons, c'était au contraire un tel amour pour ces chansons et une telle envie de les chanter à ma façon. Et en mettant des sketchs plus ou moins adaptés. On vous voit dans toutes les salles de France, on vous voit au Casino de Paris, on vous voit à l'Olympia. Je me demande par où vous n'êtes pas passé. Vous travaillez en famille, j'ai l'impression. Je travaille en famille. C'est bien de travailler avec Rémi, c'est votre mari? C'est mon mari, c'est très bien parce que c'est direct. C'est direct, je suis d'accord. Mais vous le voyez déjà le soir quand vous rentrez chez vous tranquillement et vous le voyez toute la journée, pendant le travail. Le matin, le soir.
C'est vrai que... Non, mais on se pose pas... On s'engueule qu'au travail, par exemple. C'est très efficace pour la vie de couple. On ne s'engueule que quand on travaille. Et je trouve qu'on ne perd pas de temps. Avec des gens que vous connaissez un peu moins, vous prenez toujours des chemins de traverse, alors qu'avec votre mari avec qui vous travaillez depuis 10 ans, c'est direct. J'ai travaillé avec le mien avec votre mari, vous. Ça se passait bien, vous avez monté des spectacles inouïs. Comment ça se passait bien? Bah oui, parce qu'on a divorcé. Ah oui, vous savez, c'est pas exceptionnel, hein, vous savez, le divorce. Hein. Un Français sur 2 divorce, hein, sachez-le. Hein. Alors dites donc, on avance un petit peu. Alors là, vous avez, ce qu'on dit, vous avez inventé une sorte de stand-up concert. C'est un mélange de musique et d'humour, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que mon spectacle actuel s'appelle Comic Hall. Voilà, alors Comic Hall à Bobino jusqu'à la fin du mois. Alors vous avez des Claudettes, hein. J'ai des Claudettes. Vous avez Batman et Capitaine America. Exactement, ce sont plus des Cholettes que des Claudettes. Ah oui, des Cholettes, oui. Mais je me suis inspirée de Claude François. Il y avait toujours 4 super nanas en string qui dansaient derrière lui. Moi, j'ai 2 super-héros. Et c'est ça la différence entre un homme et une femme, Paul. L'homme utilise la femme pour assouvir ses fantasmes en mettant 4 super nanas en string derrière lui. Moi, je valorise l'homme en le transformant en super-héros. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est bien, c'est bien. Attendez, vous avez encore d'autres choses à dire. Alors, vous chantez, il paraît, vous improvisez à la demande du public, on peut vous demander des choses. Alors, c'est un moment que j'aime beaucoup dans ce nouveau spectacle. Je pars du principe, et je pense que bien des gens ont cette image dans la tête. Pour son premier baiser, on a toujours une chanson qui revient. On se dit, tiens, la première fois que j'ai dansé un solo, que j'ai embrassé quelqu'un, c'était sur un premier baiser. Et je dis à l'assistance, je dis au public, voilà, vous vous rappelez de ça? Souvenez-vous de votre premier baiser. Si je connais la chanson qui va avec, je vous la chante. Allez, Milord. Allez, venez. Vous avez embrassé votre fille la première fois que vous avez embrassé sur C'était pour entendre votre voix, en réalité. Non, c'était les Platters, nous, à l'époque. Vous vous souvenez des Platters, Paul Anka? C'était quoi les Platters? Quelle chanson des Platters, Paul? La plus célèbre, le slow. Oh, yes, I'm the great pretender. Ouh, celle-là? J'aime bien, vous le faites bien. Hein. Vous pouvez même le refaire, le ouh. Oh, yes, I'm the great pretender. Alors, est-ce que vous ne moquez pas un peu des rappeurs? Black M, non, je ne me moque jamais. Mr. Game, vous savez, je ne suis pas comme ça. Je vis une période très intéressante dans ma vie privée. J'ai des ados dans la famille, là, en ce moment. Et je trouve que... Famille nombreuse, hein, chez vous. Famille nombreuse, recomposée, c'est très agréable. On partage plein de choses avec mes ados. Et Diams vous inspire, hein? Écoutez, je fais un parallèle entre les rappeurs de mes ados, qui sont Maître Gims, Black M et autres, et nos rappeurs à nous, des années 80, 90. Ça donne quoi, 90. Un coup de Diams comme ça, vous y arrivez ou pas? Ah mais il faut venir, Paul, parce que là, j'ai pas mes super-héros derrière moi. C'est les super-héros qui font le travail. Qui font le travail. Alors là, à un moment, au départ, ce spectacle, vous deviez le jouer au Bataclan, hein? Et oui, absolument. Nous devions démarrer au Bataclan. Et malgré ces événements tragiques, nous avons pu rebondir. Mais tout va bien. Alors, il faut inciter quand même les Parisiens à sortir, vous êtes d'accord? Et c'est ce qu'ils font en ce moment. J'ai l'impression que les salles de spectacle se remplissent à nouveau. C'est pour ça qu'il faut que vous montiez un spectacle rapidement. On ne va pas attendre 2 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout que Crescendo était une vraie réussite. Oui, je me rappelle, c'était au Cirque d'hiver. Oui, exact. Oui, mais là, c'est 45 artistes sur scène, c'est énorme, donc il faut un peu de temps. Mais en revanche, effectivement, le spectacle, s'il est aussi pétillant que vous, je recommande tous les Parisiens d'y aller parce que vous donnez. Alors attendez, j'ai des informations sur vous. C'est vrai que vous avez écrit des chansons pour la comédie musicale Scooby-Doo? Absolument. J'adore écrire pour les autres et notamment pour les spectacles pour enfants. Parce qu'il y a une vraie... déjà, il y a un départ, alors c'était Scooby-Doo, et il y a une vraie histoire. Et quand on écrit une chanson avec une histoire, déjà, on a la trame et puis surtout, on peut se lâcher. Vous n'aviez pas un projet avec le Cirque Bouglione? Si on en parle, justement, ça rejoint ça serait Muriel. Pas mal, hein, Vous allez peut-être finir par travailler ensemble, toutes les deux. J'adore le mélange des genres, vous voyez, c'est ce que j'ai aimé dans Crescendo aussi, et j'adore que des genres se rencontrent. Le musical, c'est ça, c'est un mélange de tout, et comme j'ai une passion pour le cirque, j'aimerais beaucoup faire quelque chose au cirque. Alors, j'ai entendu parler d'un hommage à Piaf dans les arènes d'Arles. Vrai ou faux? Mais comment vous êtes renseigné à ce point? C'est mon métier, Paul, vous le savez. Non, Muriel m'a donné quelques fiches sur vous. Donc, alors, il paraît que ce serait un spectacle avec de très nombreux choristes. Hein.
Et il y en a 300. Ah oui, donc vous ne voyez pas les choses à moitié, alors. Et un orchestre philharmonique, oui. On est en train de monter un projet avec un monsieur qui s'appelle Vincent Fuchs. Ouais. Et j'espère que vous serez là, dans les arènes d'Arles. Arles, j'aime bien Arles, hein, c'est formidable. Hein. Puis, Arles, Et alors, dites-moi, puisque vous quittez Bobino à la fin du mois, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Une tournée dans toute la France et nous reviendrons à Paris à partir du mois de septembre-octobre pour faire une saison encore avec ce spectacle. Mais vous n'êtes pas tenté, alors c'est vrai que ça marche formidablement bien le spectacle que vous faites, mais vous n'êtes pas tenté à nouveau de revenir à la comédie, au spectacle? À la comédie, au théâtre, au cinéma. Mais vous savez, je fais tout ce qui me plaît sur scène et mon mot en ce moment, c'est je suis libre. Et la liberté n'a pas de prix. Donc après, oui, on va me proposer des projets formidables que j'accepterai très certainement. Mais pour l'instant, j'ai ce spectacle qui vient de démarrer à Paris, qui va partir en tournée. J'ai 3 ans ou 4 ans devant moi d'exploitation de ce spectacle et je veux aller à fond. Mais j'ai des projets de cinéma, Paul. Ah, avec qui? Ah, vous verrez. Ah non, soyez gentil. Non, avec mon mari déjà, Rémi Encore Katcha, avec votre mari? Mais laissez-le tranquille, votre mari. Il a besoin d'un peu de liberté quand même. Et un monsieur qui s'appelle Thomas Langman. Voilà. Ah bah Tom, c'est pas n'importe qui comme producteur. On est obligé de se quitter, je suis navré. On court à Bobino. Hein, Merci, et dépêchez-vous parce que ça se termine à la fin du mois. Ensuite, ce sera en province. Voilà. Et puis l'occasion d'aller en province ou à Paris pour voir les conférences que vous allez donner sur l'entreprise. Mon blog ou mon site internet. Eh bien, à toutes les deux, merci. Merci à vous, Paul. Et la galerie.